Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer avec notre focus et le Clémy qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran, vous le savez, pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans. On découvre ça tout de suite. Et puis elle a une idée derrière la tech, Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver sur le plateau. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va parler de la filière Sciences Po aujourd'hui. C'est important et on va en parler dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. On va parler aujourd'hui d'une semaine pas comme les autres, la semaine du goût. Vous en avez peut-être entendu parler, mais savez-vous vraiment ce en quoi elle consiste? Et bien justement, pour nous éclairer, on a l'immense plaisir de recevoir le chef Grégory Cohen. Bonjour, chef. Ravi, vous êtes le parrain de cet événement incontournable. On va en parler dans un instant. On va découvrir aussi ensemble le rôle de cette semaine dans la sensibilisation des petits et des plus grands quant à l'art du bien manger. On en parle tout de suite, juste après le focus. Mais d'abord, on commence par regarder ensemble un nouvel épisode de la série qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. C'est La famille tout écran, on découvre ça tout de suite. Bah, qu'est-ce qu'il y a, ma grande? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai trahi ma meilleure copine. Muriel? Pas Muriel, Maïwen, ça fait 4 fois que je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille de la classe t'a mis une photo sur les réseaux sociaux pour se moquer des roues. Et moi, sans faire exprès, j'ai liké. Et maintenant, elle veut plus me parler. Bah oui, elle tape tellement vite sur mon clavier qu'elle s'est même pas rendue compte de la boulette. Et t'as qu'à supprimer ton like. Mais c'est trop tard, elle l'a vu. C'est pas très grave non plus. Tu sais que ça peut être apparenté à du harcèlement. Pauvre Muriel. Je confirme, vu le texto que j'ai reçu juste après, c'est tendu comme un câble. Bon, écoute, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu vas aller la voir chez elle, en vrai, les yeux dans les yeux, tu vas lui expliquer, t'excuser et voir comment tu peux réparer ça. Non, 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 c'est la loose. Carrément. J'aimerais pas être à ta place. Hein. Oui, on croit que c'est pas grave. On like, on partage, sans vérifier si ça n'a pas causé du mal. C'est le début du harcèlement, les amis. Et on risque des poursuites judiciaires à jouer à ce petit jeu-là. Alors mon conseil, ne likez pas n'importe quoi. Et ben voilà, tout s'est arrangé. Elle est sympa, cette Muriel. Estelle? Cyrielle? Michel? Gisèle? Allez, tout autre sujet à présent. On va se pencher sur la semaine du goût, un événement consacré à l'éducation au goût et au bien manger qui réunit chaque année des milliers d'élèves, d'enseignants et de professionnels un peu partout en France. On va en parler avec son parrain cette année, tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, on a la chance de recevoir le chef Grégory Cohen, on va y arriver, parrain, mais oui c'est ça, parrain de la semaine du goût, peut-être chef, pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ne connaissent pas encore cette semaine, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est justement cette semaine, son objectif aussi, et puis ça fait 4 ans que vous êtes engagé, donc voilà ce que vous avez fait les années précédentes. Alors la semaine du goût c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la rencontre entre des professionnels de métiers de bouche qui vont rencontrer les enfants et leur donner des leçons de goût. Donc c'est assez exceptionnel parce que ce sont les enseignants qui inscrivent leur classe pour participer à une semaine du goût. Ouais. Et ce sont les professionnels des métiers de bouche qui vont aller à la rencontre des enseignants et des enfants pour leur présenter des produits, pour leur présenter des recettes et pour leur faire un éveil au goût et aux saveurs. C'est la 4e édition, la 4e année que vous êtes parrain de la semaine du goût, je l'ai dit. Pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cet événement? Parce que le bien manger, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on est sur toute une chaîne de valeur. On est sur une problématique sociétale, environnementale de plus en plus. Sociétale parce qu'on a des agriculteurs, des éleveurs qui nous fournissent des produits, qui sont des produits d'une qualité absolument exceptionnelle. La France est absolument dingue et riche de son terroir et de ses artisans et de ses producteurs. Et puis on a un savoir-faire qui est un savoir-faire depuis toujours autour de la gastronomie. Et ce qui est intéressant, c'est de faire rentrer cette gastronomie, ce bien manger, ce fait maison, et de revenir à l'intérieur des écoles. Dans les écoles, on a plein d'enfants
d'origines différentes, qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer tel ou tel produit, ou de connaître telle ou telle saveur. Et donc, à chaque fois, on va leur amener quelque chose de nouveau, de façon ludique, pour les faire découvrir, aimer, et pourquoi pas avoir envie après de le remanger. Alors justement, vous parlez de cette façon ludique de les initier au goût. Comment ça se passe concrètement? C'est des ateliers, c'est des formations? Alors, ce sont des ateliers, des formations. L'année dernière, il y avait 13 000 classes, 2200 professionnels qui sont venus réaliser plus de 800 ateliers en plus dans les classes. Donc, c'était quelque chose d'assez génial. Chaque fois, on va avoir un axe ou un angle différent. Moi, j'ai amené une châtaigne à un moment et j'ai terminé par une recette de Mont Blanc. Commun, effectivement, pour les enfants, la châtaigne. Et pour les enfants, mais la châtaigne dans la bogue, c'est-à-dire avec cette gangue avec les pointes qu'il y a autour. Quand on la montre, même si je vais dans la rue et demain je fais un sondage et je dis est-ce que vous savez ce que c'est ça? Il y a très peu de personnes qui vont être capables de me dire ah bah oui, je sais ce que c'est. Ouais. Là, cette année, tiens, en exclusivité, on va faire une courge bouillon caramélisée au miel. Et donc là, ça va être l'occasion de présenter l'ensemble des cucurbitacées, donc ça va faire marrer les enfants parce qu'on va jouer avec un mot hyper ludique qui va les faire rigoler, ce qui rebondit vachement. Et puis on va présenter la courge, le potimarron, la courge spaghetti, le pâtisson, toute cette famille qui est immense. Et puis, a priori, quelque chose qu'ils ne mangeraient pas d'ordinaire, eh ben, on va le cuisiner d'une façon assez ludique. On va rajouter du miel. Là, ça va être l'occasion de parler des abeilles, de la pollinisation. Et donc, d'expliquer un petit peu tout le cercle de la vie, tout le cycle de la vie, du vivant pour le vivant, et avec un goût qui va être très bon, qu'ils vont manger et qu'ils vont aimer à la fin. Ce que vous avez dit aussi, Grégory Cohen, c'est que l'alimentation, bien sûr, nous concerne tous. La Semaine du Goût réunit aussi un large éventail de publics, les élèves, les familles, les commerçants, les restaurateurs, bien d'autres aussi. Comment cette diversité, elle vient justement enrichir l'événement aussi? C'est important de montrer aux enfants, aux élèves, que les producteurs, ils ne se trouvent pas forcément très loin de chez eux, qu'on peut consommer local et que chacun de ces acteurs, en fait, ils sont juste clés dans leur alimentation. Alors, il y a deux choses très importantes. D'abord, comprendre que les 2200 professionnels des métiers de bouche, que ce soit des producteurs, que ce soit des traiteurs, que ce soit des chefs, des pâtissiers, peu importe, sont bénévoles. Et ils sont mus par exactement la même envie, celle de partager et celle de faire découvrir et leur passion et leur métier et les produits aux enfants. Et en fait, c'est ça la magie de la Semaine du Goût, c'est que ça fonctionne parce que c'est de la pure générosité et c'est de la pure transmission. C'est vraiment du feel good qu'on donne et on en a besoin aujourd'hui plus que jamais, je crois. Ça, c'est sûr. Alors justement, dans une interview aux médias, le cœur des chefs, Guillaume Gomez, disait l'année dernière, j'ai réussi, je le cite, lorsque les enfants diront qu'à la cantine, c'est bon, j'aurai aussi réussi ma mission lorsqu'on aura moins de problèmes liés à l'obésité, lorsque tous ceux qui font ce métier seront heureux aussi de l'exercer. Quel est, chef, votre constat aujourd'hui sur l'alimentation des enfants, des jeunes aujourd'hui en France? Alors ça, c'est un très vaste sujet, même au-delà des jeunes, je pense que l'alimentation tout court, aujourd'hui en France, moi je travaille sur pas mal de sujets, entre autres sur changer l'alimentation dans le milieu hospitalier, l'accompagnement dans les EHPAD pour nos aînés, et en fait ce droit de pouvoir bien manger, où que ce soit, pas d'être normé ou normalisé par une production qui va être une production quasi industrialisée, mais au contraire réussir à faire l'essence même de notre alimentation, qui est du plaisir et de l'envie. Avoir envie que les enfants rentrent à la maison en disant « Ah, j'ai mangé un truc super !» et pas forcément quelque chose d'exotique ou de fou. C'est-à-dire que là, je vois parfois certains parents qui vont dans certaines cantines scolaires, là, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais qui vont dire « Ah, ça serait bien de leur faire goûter du poisson. » Alors là, la personne note « poisson ». Ouais, ça serait bien de la faire avec un goût un peu différent. Citron. Et ça serait bien aussi de leur mettre du choucal. Moi, j'aime beaucoup le choucal. C'est très bon pour la santé. Et du coup, le gosse va se retrouver avec un merlu poché au citron et au choucal, qui est quelque chose qui juste ne fonctionne pas en réalité. Et donc, là, on a juste tiré à côté de la cible. Donc, il faut comprendre ce que les enfants aiment, ce qu'ils ont envie, leur amener ce qu'ils ont envie, et en même temps, intégrer du bien manger. Et Guillaume, c'est un mec génial, c'est un chef génial. On a signé ensemble un rapport pour le ministère de l'Agriculture et le mine de Rungis sur la souveraineté alimentaire. On a exactement la même position, le bien manger et l'envie que les enfants
Et puis les plus fragiles, ceux qui sont à l'hôpital ou nos aînés, mangent bien. Et Dieu sait que c'est important, effectivement. Alors justement, vous parlez des parents. Vous avez une maman, entre autres, sur le plateau. Comment on fait pour encourager? Est-ce que c'est une maman multirécidiviste ou alors c'est... Ah oui. Carrément. Avec pas mal d'enfants à nourrir, effectivement. Comment on peut encourager, justement, et dire à Alexandra, à la maison, comment on peut faire des choix, justement, pour que ces enfants-là, ils aient envie aussi de découvrir aussi de nouvelles cultures, quelque part, grâce au goût, de nouveaux goûts aussi, parce que forcément, peut-être qu'à l'école, ils n'ont pas forcément cette chance-là. Et puis, leur faire apprécier, bien sûr, il faut que je le dise, les fruits et les légumes. Comment on fait ça? Est-ce qu'il y a une recette magique, chef? Il n'y a pas de recette magique, il y a le côté ludique. Il y a le côté... j'ai fait découvrir il n'y a pas longtemps à des enfants le pois chiche et le houmous, la crème de pois chiche. En fait, j'ai joué avec leur code où j'ai dit, tiens, je vais vous présenter un Pokémon. Et j'ai sorti un pois chiche sec. Et j'ai dit, voilà, ça c'est le Pokémon pois chiche. Puis après, quand je le mets dans l'eau, il devient Pokémon évolution. Ouf. Et là, il devient un peu plus mou. Et hop, etc., etc. Et je le transforme. Et du coup, je parle avec les codes et le langage des enfants. Ils trouvent ça plutôt chouette et rigolo. Ça dépend évidemment de l'âge de vos enfants. Si vous parlez comme ça à votre fils qui a 20 ans, il va vous regarder. Je suis pas sûr que ça marche vraiment, le coup du Pokémon. Non, mais en règle générale, il faut essayer de les amener dans ce côté ludique, de faire les choses ensemble et de les manger. Parmi les messages principaux que vous souhaitez faire passer lors de vos interventions pendant la semaine du goût, on l'a dit, bien sûr, le bien manger, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué ces éditions précédentes? On l'a dit, c'est la 4e année pour vous. Quand vous étiez parrain, est-ce qu'il y a une expérience particulière, des retours d'enfants qui, à la base, quand peut-être ils vont voir votre bogue, votre châtaigne dans quelques jours, vont se dire mais c'est quoi ce truc? Et puis en fait, ils ont adoré ça. Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous ont marqué? Alors ça démarre toujours par une classe un peu dissipée, ce qui est plutôt bon signe parce que ça veut dire que c'est une classe curieuse, à une classe qui devient assidue et silencieuse, et à la fin, aux gamins qui viennent, et on leur remet des diplômes, où on marque c'est moi le chef, ils ont les tocs avec marqué c'est moi le chef, etc. Donc il y a tout un décorum et je leur signe des diplômes, ou les autres professionnels leur signent des diplômes, des diplômes de la leçon de goût. Et en fait, les enfants adorent ça. Au-delà des enfants, les enseignants adorent ça. C'est un moment qui est privilégié pour eux aussi, parce que d'un seul coup, ils voient leurs enfants différemment, les enfants différemment, ils les voient réagir différemment, ils les accompagnent et ils viennent nous remercier aussi d'être avec eux, d'avoir participé et d'avoir partagé un peu leur quotidien. Bien sûr. Et ce que je vous propose en tout cas, chef, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, le chef Grégory Cohen. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Alors Alexandra, avec vous, on va se poser une question. Est-ce que Sciences Po, ça reste encore aujourd'hui l'Eldorado des lycéens ? Bien, c'est assez difficile, Philippine. Vous devez savoir qu'il y a plus de 20 000 lycéens qui présentent le concours de Sciences Po Paris pour simplement 2000 places. Donc vous voyez, ça reste compliqué pour eux. Et pourtant, c'est souvent un rêve pour beaucoup de lycéens. Alors, combien existe-t-il d'IEP en France ? Alors, il y en a 11. Bien sûr, Sciences Po Paris, qui est le plus connu, on va dire, le plus demandé. Ensuite, vous avez Bordeaux et Grenoble qui recrutent de manière autonome. 7 IEP de province qui se sont associés au sein du réseau Sciences Po qui recrutent ensemble. Et puis un tout nouveau-né, alors pas complètement, c'est la 2e année, mais Fontainebleau qui a plutôt une coloration scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces IEP proposent une formation d'excellence pluridisciplinaire et on fait une très belle carrière en y sortant. Comment ils recrutent ces IEP leurs futurs étudiants, Alexandra ? Alors, ils recrutent sur Parcoursup. Chaque IEP correspond à un vœu sur Parcoursup, sauf les 7 au sein du réseau Sciences Po. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, du coup, bien sûr, de les présenter. C'est sûr. Le recrutement est différent. Il y a à peu près 2 voies. Tout d'abord, certains IEP, comme Paris, Bordeaux, Grenoble, recrutent sur dossier, demandent aux lycéens de rédiger des écrits, puis après leur proposent un entretien de motivation. Mais il faut savoir que Paris a décidé de changer à la marge, mais quand même, le processus de recrutement cette année pour 2025. Sciences Po Paris a annoncé qu'il prendrait beaucoup plus d'élèves admissibles, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, et que l'oral, donc l'entretien de motivation, représenterait 50% du recrutement. C'est une très bonne nouvelle pour nos lycéens, ça veut dire qu'ils ont plus de chances d'être admissibles, et qu'ensuite l'oral va peser beaucoup plus lourd pour eux. Comment on s'y prépare alors, justement ? Alors ça, c'était pour Sciences Po Paris. Si vous me permettez, Philippine, je vais revenir sur la deuxième façon de recruter. Il y a aussi la possibilité de passer un concours plus traditionnel. C'est le cas du réseau Sciences Po, des 7 IEP de province qui se sont rassemblés et qui proposent aux lycéens de passer 3 épreuves écrites au mois d'avril, le 25 avril 2025 cette année. Et c'est très important de le savoir, le dossier scolaire n'entre pas en compte. Donc, ça veut dire que... Ça change tout, ça. Et oui, ça change tout. Si on a un dossier scolaire qui n'est pas brillant, on peut quand même présenter ce concours et si on s'est bien préparé, on peut réussir. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Et la transition est tout trouvée. Comment on se prépare justement à ces fameux concours, Alexandre ? Alors, plusieurs choses. Puisque le recrutement n'est pas le même, il y a plusieurs choses à mettre en place. La première, c'est d'avoir le meilleur dossier scolaire possible, puisque pour Paris, Bordeaux, Grenoble, ça va rentrer en ligne de compte, bien sûr. Donc, bien travailler son parcours académique. Mener une réflexion sur soi-même. C'est très important de savoir pourquoi on postule à Sciences Po. À l'oral, il faudra être capable d'expliquer ce qu'on vient y chercher. Aussi, en ayant autre chose dans sa vie que l'école, il faut être engagé, il faut être impliqué, donc participer à des associations, par exemple, faire du soutien scolaire. Il y a plein de choses, c'est vraiment important pour Sciences Po. Suivre l'actualité, évidemment, on le sait, il va y avoir des questions d'actualité à l'oral. Et puis, bien préparer les entretiens de motivation, c'est extrêmement important. Il y a des ressources en ligne gratuites, notamment une association qui s'appelle SOS Sciences Po, qui est gérée par des Sciences Po, c'est-à-dire des élèves de Sciences Po, et qui aide les candidats. Vraiment, je vous conseille d'aller voir si vous êtes intéressé, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a un profil type d'élève qui est davantage recruté à Sciences Po ? Pas du tout. Non. Et c'est une bonne question, Philippine, puisque beaucoup de lycéens pensent qu'il faut avoir fait des sciences politiques à GGSP. Pas du tout. Sciences Po cherche des profils extrêmement variés. Ils sont intéressés par tout type de profil et même des scientifiques. Donc ils prennent toute spécialité. Il n'y en a pas une qui marche plus que d'autres. Toute région française, ils cherchent vraiment à aller chercher des candidats partout, des étudiants partout, c'est très important. Tout pays, 35% d'internationaux à Sciences Po, donc c'est vraiment des instituts extrêmement ouverts sur l'international. Tous niveaux sociaux, il y a 25% de boursiers, donc ça aussi c'est très important. Et tout type d'établissement, Sciences Po cherche vraiment la diversité. Alors, la richesse de Sciences Po. C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'on vient chercher aussi généralement quand on est lycéen. Pour finir, la question qui tue, est-ce que si on est un lycéen parisien scolarisé dans un bon établissement privé, est-ce qu'on a des chances d'y rentrer ? Aucune chance ? Eh bien, on a tout à fait des chances d'y rentrer, mais c'est un peu une légende urbaine. C'est-à-dire que, oui, beaucoup de familles pensent que si on est scolarisé dans un établissement privé parisien, on ne rentre pas à Sciences Po. C'est complètement faux. Tous les ans, je vois des élèves de tout établissement rentrer à Sciences Po. Par contre, c'est vrai
qu'ils sont, si vous voulez, moins surreprésentés qu'auparavant. Puisqu'avant, ils étaient recrutés sur concours et ils ont un bon niveau. Aujourd'hui, Sciences Po Paris propose d'instaurer des quotas, donc on a moins de chances qu'avant, mais on peut quand même y rentrer. Donc ça, c'est très important de le savoir, exactement. Pour intégrer Sciences Po Paris, je pense que la question n'est pas de savoir dans quel établissement on est scolarisé, mais plutôt quel beau dossier scolaire on a et comment on a mis toutes les chances de son côté. Et pour intégrer un IEP de province sur concours, il faut bien travailler le concours. C'est pas les meilleurs qui réussissent, c'est ceux qui ont le plus travaillé, qui se sont le plus motivés. Et ben voilà, le message est passé. Merci infiniment. En tout cas, la vérité est rétablie au sujet de Sciences Po. Merci Alexandra. Avec plaisir. Et puis on va passer tout de suite ensemble à la deuxième partie du talk. Et on se retrouve donc toujours sur le plateau d'École du Futur et en compagnie, bien sûr, de notre invité, chef Grégory Cohen. Vous êtes toujours le parrain de cette... Là, j'ai pas eu de ouais, non, là, c'était bien. Vous m'avez eu. Toujours parrain de cette semaine du goût. Alors aussi, ce qui est important dans cette semaine, c'est les leçons de goût. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? Il y a plus de 16 000 classes qui y participent. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous nous avez dit en première partie du talk ou est-ce que c'est un peu différent? Non, c'est ça. C'est en fait ça. Donc l'année dernière, c'était, je crois qu'on était aux alentours de 13 000. On table sur 16 000 cette année. Chaque année, il y a plus de classes qui participent. On a eu le ministre Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui venait aux leçons de goût. On espère que le nouvel ministre sera là aussi à la prochaine leçon de goût. C'est important. C'est très important d'avoir ce lien aussi. C'est ça. C'est en réalité partir d'un produit et puis transformer ce produit, se rendre compte qu'en fait, de la base d'un produit unique, on peut en faire un aliment. Ce que je trouve génial, c'est que en notes de musique, je crois qu'il y a 7 notes de musique à peu près, et on réussit à faire de la musique classique, de la musique pop, de la musique techno, des hits, c'est sans fin, la musique avec 7 notes. Imaginez combien on a aujourd'hui de produits à notre disposition pour cuisiner. Donc ça aussi, c'est sans fin et c'est à chaque fois une découverte incroyable. Vous parliez aussi tout à l'heure de politique. Aujourd'hui, est-ce que la politique ne se mêle pas assez, selon vous, en tant que chef? Et puis vous êtes au contact depuis des années des enfants aussi et de leurs parents. Est-ce que la politique ne se mêle peut-être pas assez aujourd'hui de l'alimentation des jeunes? Je ne veux pas que vous vous fassiez des ennemis, mais c'est important d'en parler aussi. On est tous concernés. Moi, j'ai absolument aucun problème à en parler. Je suis un citoyen, donc je suis libre de pouvoir parler et critiquer ou alors féliciter mes politiques. Il y a des absurdités absolument dingues qui sont réalisées. On impose. Quoi, par exemple, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim. Je crois qu'on doit être à sa 7e, 8e version. Je ne sais plus quelle version. En fait, c'est une loi qui va imposer le végétal, le poisson de petite pêche, etc. Donc, sur le principe, c'est une loi géniale. Et ça, dans les écoles, on précise. Dans les écoles, dans les hôpitaux aussi, dans tout ce qui est public, établissement public. Alors ça, c'est génial. Sauf que quand on regarde à l'hôpital, on se rend compte que le plat principal de l'hôpital, il est consommé à peine à 20%. C'est-à-dire qu'il y a 80% de plats qui ne sont pas consommés. Donc il y a un gaspillage alimentaire colossal. Et en plus, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que juste, c'est pas bon. Et en disant ça, j'ai énormément de respect pour toutes les personnes qui travaillent dans les cuisines des hôpitaux ou ceux qui fournissent les hôpitaux. Donc là, je vais me faire énormément d'ennemis, mais pas que les politiques, surtout les autres. Mais en réalité, l'hôpital, c'est la double peine. C'est-à-dire on est malade, 2, on se dit, oh là là, le plateau repas qu'on va avoir, ça va être une catastrophe. Ouais. Donc avant de légiférer sur il faudrait mettre du poisson, il faudrait mettre du légume, etc. Juste un tout petit peu de bon sens. Faites quelque chose déjà de bon. Moi, j'ai un principe de base, et on l'a travaillé à l'hôpital Saint-Louis, qui est de dire, le principe de base dans mon restaurant, et qui devrait être le principe de base partout, c'est l'assiette vide. Quand l'assiette part, elle est pleine. Quand l'assiette revient, elle est vide. Si elle est vide, super, j'ai fait mon job, je suis content. Si elle revient et qu'il reste un peu de choses dedans, je vais peut-être m'interroger s'il reste la moitié ou s'il reste les 3/4 dedans. Je dois changer absolument les choses. Et là, on a hérité, par exemple, dans les hôpitaux que je connais bien, d'un système politique qui date des années 80, de l'époque de François Mitterrand, qui disait, un ministre qui avait dit l'hôpital n'est pas un hôtel. Et on va privilégier les séjours courts. Or, l'hôpital, c'est pas que c'est pas un hôtel. C'est le premier hôtel de France en termes de nuitée. Donc l'hôpital se doit impérativement, mais comme tous les autres qui doivent normalement fournir, alors ou le gîte et le couvert ou que le couvert, d'être irréprochable, de faire quelque chose de bon
avant de légiférer. Et puis c'est intéressant ce que vous dites parce que l'hôpital est aussi un lieu de convalescence. Comme l'école, et peut-être vous allez me le dire, c'est peut-être aussi le premier lieu de l'éducation au goût. Quand les enfants se sentent bien, quand les patients se sentent bien, tout de suite ça va mieux. Mais toujours, il y a en fait un nombre d'incohérences qui sont folles. Le terme restaurant, il vient de se restaurer. À l'époque, c'était des relais sur la route où les voyageurs s'arrêtaient, changeaient de monture et puis mangeaient pour restaurer leur force. Donc c'est un truc qui est quand même basique. Ouais. On est avec les plus fragiles, soit à l'hôpital, soit alors avec nos aînés, ou alors ceux qui sont en passe de créer et d'intégrer dans leur mémoire plein de choses. La mémoire gustative en fait partie. Ce qu'on va retrouver chez nos aînés. Chez nos aînés, il y a un truc qui est absolument dingue, pour avoir parlé avec pas mal et là, c'est moi qui vais me mettre mal tout seul, sans que vous me posiez de questions, avec les Orpea, les Corian et toutes ces sublimes chaînes à gérer nos aînés. On va se retrouver avec certains discours qui vont dire... En réalité, vous savez, ils ne se rappellent pas vraiment de ce qu'ils ont mangé la veille. Oui. Et donc, ça pourrait être un des arguments qui dit, bon, en fait, on peut leur donner n'importe quoi, on s'en fout, ils ne se rappellent pas. C'est complètement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que quand on est gamin et quand on va être à l'école, on va avoir ces fameuses leçons de goût. On va avoir cette initiation qui est une initiation aux saveurs, à un des sens, qui est le goût. Ouais. Ce sens-là du goût, il n'a pas été prouvé que quand on devient âgé et qu'on peut avoir des pertes de mémoire, on n'est pas ce goût qui reste comme un marqueur qui est à l'intérieur de nous. Ça n'a jamais été prouvé. Donc en réalité, donner bien à manger, d'abord, ça doit être un droit, ça doit être une obligation morale et puis une obligation tout court. Et en plus, ça devrait être tout au long de la vie. L'école, c'est le premier... Je suis chaud, quand même. Là, vous m'avez mis une pièce et je suis parti direct. Je trouve ça passionnant. Et c'est important d'en parler, et c'est pour ça aussi que vous êtes là aussi, en tant que parrain de la Semaine du Goût. Est-ce que l'école, selon vous, dans ce cas-là, c'est le premier lieu de l'éducation au goût? Oui, et il y a eu énormément de progrès. Et ça, il faut le noter. Il y a de plus en plus de cantines scolaires qui sont exceptionnelles, qui travaillent très très bien. Qui sont indépendantes ou c'est des gros groupes? Alors... ça dépend en fait, quand on est dans les écoles chez les petits ou quand on est dans les lycées, ça dépend de qui on dépend, mais généralement elles sont indépendantes. Alors elles sont indépendantes aux écoles. Si vous parlez de gros groupes, vous voulez parler de quel type de groupe? Sodexo, etc., pour ne pas les citer. Donc vous voulez qu'en plus je me mette mal avec des Sodexo et des Elior ou d'autres pour en citer d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a un changement vraiment au sein de la société et de ces sociétés-là pour le bien-être des enfants, ou est-ce qu'il y a encore un peu de chemin? Non, il y a des vrais changements de ces sociétés-là qui ont pris des vraies consciences. Alors donc, des Sodexo, par exemple, il faut savoir qu'il y a Sodexo qui existe, mais il y a aussi Sodexo Live qui existe. Oui. Et Sodexo Live, c'est des chefs étoilés, multi-étoilés, dans des lieux qui sont absolument dingues, comme par exemple la Tour Eiffel. Ouais. Et forcément, il y a une interpénétration des savoir-faire des uns et des autres, ce qui fait que, oui, le niveau a augmenté, oui, le niveau est meilleur. Maintenant, il faut aussi rationaliser ça et se dire, ok, très bien, le niveau a augmenté, le niveau est meilleur, mais il y a une réalité économique. Combien on alloue à ces sociétés pour bien faire manger nos enfants? Combien on alloue à ces sociétés pour bien faire manger dans les cantines de sociétés ou alors dans les EHPAD? Si on leur alloue des tout petits budgets, ils ne sont pas capables de faire des miracles. Ce sont aussi des sociétés commerciales qui doivent réaliser des bénéfices et des profits pour pouvoir fonctionner. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre qui soit un juste équilibre. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question, mais j'aimerais que cet entretien dure pendant encore plusieurs heures. En tant que chef, c'est quoi votre premier souvenir lié au goût? Est-ce que cette passion, elle remonte vraiment à l'enfance ou est-ce que vous l'avez découverte un peu plus tard? Alors moi, c'est biaisé. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Donc très jeune dans le restaurant gastronomique de mes parents, ce qui fait que ça aide ça aide, mais en fait ça m'a vraiment marqué dans le sens où la mémoire, la bibliothèque gustative, au même titre que je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à 13 ans. À 13 ans, c'est le moment où on apprend la deuxième ou la troisième langue. Et moi, j'ai appris toutes ces saveurs, ce qui fait que c'est rentré à l'intérieur de moi de façon innée. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut essayer de faire rentrer aussi dans l'apprentissage. Olivia Grégoire voulait qu'il y ait des leçons de cuisine et de goût permanente à l'école. C'était une très bonne idée parce que du coup, à partir du moment où on fait rentrer ça dès le plus jeune âge,
ça rentre à l'intérieur de nous. Ouais, et c'est ça devient une habitude. Exactement. Et à partir du moment où c'est une habitude, on se pose plus de questions. Le bien manger devient naturel. C'est sûr. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Tout ce qu'on vous souhaite aussi à vous, les enfants. Merci infiniment. Merci à vous. Chef Grégory Cohen d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc le parrain pour la 4e fois de cette semaine du goût. C'était passionnant. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours, dès demain et dès 12h30 et toujours sur School TV. Bonne journée.